Bonjour Clara. Bonjour Emmanuel. Alors il paraît que vous avez réalisé une grande enquête sur le télétravail en confinement, après le premier confinement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qui ressort de ces enquêtes et ce qui nous permet de mieux comprendre les conditions de travail des télétravailleurs? Alors oui, effectivement Emmanuel, on a réalisé 2 vagues d'enquêtes, une pendant le premier confinement et puis une pendant le reconfinement de l'hiver. Et on a vu un très grand effort d'adaptation au travail à distance qui s'est manifesté par surtout un ensemble d'améliorations. Premier type d'amélioration, c'est qu'il y a eu de meilleurs équipements en matière informatique, notamment ordinateurs portables, outils de visioconférence, chaises ergonomiques qui ont permis aux télétravailleurs de mieux gérer leur travail depuis leur domicile. Deuxième élément qui a été également une amélioration remarquable, c'est un grand effort d'adaptation de l'espace de travail à domicile, de l'organisation du travail qui a permis également de le rendre plus efficace. Et puis les enfants n'étant plus à la maison, une possibilité de plus grand de concentration et avec moins d'interruptions évidemment. Et puis le troisième élément, c'est qu'on a vu une vraie amélioration de la qualité du management pendant toute cette période. Si le premier confinement nous a fait ressortir plutôt un manque de présence, de disponibilité, de suivi de la part des managers qui semblaient un peu à distance du travail de leurs collaborateurs, ils ont manifesté une vraie amélioration durant les 6 premiers mois de crise sanitaire, permettant, durant le second confinement, de noter une meilleure empathie de leur part, plus de participatif dans les interactions, et puis plus de disponibilité et un meilleur suivi qui a finalement permis un télétravail plutôt de qualité. Alors est-ce qu'on peut dire que finalement le télétravail s'est complètement banalisé entre ces 2 périodes de confinement ? Alors oui, d'une certaine manière, le télétravail s'est banalisé, mais il s'est déroulé dans une circonstance un peu particulière. On a demandé aux collaborateurs s'ils avaient le sentiment d'avoir mieux vécu cette seconde période de confinement. La grande majorité d'entre eux nous ont dit oui. Avec toutes ces améliorations, effectivement, plus de 50%, comme vous le voyez à l'écran, nous ont dit qu'ils ont mieux vécu cette seconde période. Mais tout de même, près d'un quart nous disent l'avoir moins bien vécu. Et quand on regarde de quelle population il s'agit, ce sont principalement les personnes sur site. Alors c'est un peu curieux, vous allez me dire, mais en fait pas tant que ça. Ces personnes ont cumulé une double contrainte. À la fois les contraintes du présentiel, puisqu'ils se lèvent le matin, ils font un certain temps de trajet, sur site ils doivent porter leur masque, peut-être rester seuls dans un bureau, voire même manger tout seul le midi. Et ils cumulent ces contraintes avec celles du distanciel, puisque finalement, ils communiquent uniquement par le biais des canaux digitaux toute la journée. Et donc finalement, les personnes en permanence sur site ont quelque part été les grands perdants de ce mode d'organisation pendant la deuxième partie de confinement. Et c'est sûrement la raison pour laquelle ils nous ont dit que l'une de leurs principales volontés, c'était de voir leurs collègues revenir sur site. Alors ça veut dire finalement que pendant cette deuxième période, ceux qui ont le plus souffert, ce sont ceux qui étaient sur site. Majoritairement dans ce que nous avons observé. Mais évidemment, selon les organisations, selon les difficultés rencontrées, selon la manière dont les comités de direction ont géré la crise, selon la manière dont les managers ont organisé le retour sur site, ça n'a pas toujours été une vérité absolue. Mais on a tout de même interrogé plusieurs milliers de personnes et c'est principalement les personnes sur site qui l'ont moins bien vécu. Pour rentrer un peu plus dans le détail d'ailleurs, durant cette seconde période de confinement, nous avons pressenti une forme de lassitude face à la période qui perdure un peu comme un espèce de jour sans fin. Et donc nous avons mobilisé un indicateur d'épuisement professionnel qui malheureusement nous a fourni des moyennes bien supérieures à celles que nous avions l'habitude d'obtenir dans ce type de situation. À peu près 30% d'épuisement professionnel en plus. Et lorsqu'on regarde spécifiquement les catégories, comme vous le voyez à l'écran, les personnes en permanence sur site ont un épuisement professionnel supérieur de 12% à la moyenne de l'ensemble des personnes qui ont répondu, alors que ceux en permanence à la maison ont un épuisement professionnel inférieur de 8%. Et alors comment on peut qualifier finalement cette forme de souffrance au travail qui émerge dans ces conditions ? C'est un espèce de mal-être un petit peu global, puisqu'on a à la fois une forme de lassitude cognitive, difficulté à se concentrer vis-à-vis de la période, une forme de fatigue aussi, parce que les temps de repos ne permettent pas tant de déconnecter, puisqu'on est confiné dans le même espace dans lequel on travaille. Et puis ça s'ajoute avec une forme d'épuisement émotionnel, puisqu'on est beaucoup moins en interaction avec autrui, et pour certains même une forme de charge mentale qui s'accumule. C'est une nouvelle forme d'épuisement auquel on a affaire, un espèce de mal-être un petit peu global. Et notre inquiétude aujourd'hui vis-à-vis de cette situation, c'est l'après-crise. On sait que ça doit être préparé de manière assez soutenue. Les organisations n'y pensent pas toujours aujourd'hui, mais on sait souvent que lorsqu'il y a une période de tension pendant laquelle les gens ont pris sur eux, ont mal vécu la période, c'est souvent lorsque le retour à la normale apparaît
qu'ils se relâchent et que ces pathologies psychosociales deviennent difficiles. Merci beaucoup, Clara, pour ces explications. Avec plaisir, merci.